Salam, bonjour à tous, bonjour à chacun. Avant tout, je tiens à remercier les organisateurs de ce premier salon, e-salon du livre universitaire. Bravo pour cette magnifique initiative à laquelle, bien sûr, le contexte que nous partageons donne tout son sens et son utilité, notamment en soutenant la recherche et la publication en sciences humaines et sociales. Je me permets de me présenter de manière très succincte. Je suis Danielle Payet, très heureuse d'être en votre présence. Je suis la directrice de l'Agence universitaire de la francophonie ici au Maroc et au Maghreb, docteur en sciences humaines et sociales et mobilisée sur les enjeux de la culture comme vecteur d'insertion à la fois professionnelle, territoriale, identitaire. Et donc, je nous propose d'interroger cette question. Quelle culture, et le pluriel à tous ensemble, on va le voir, doit être régénérée, doit être générée pour une université ouverte, ouverte sur son environnement bien sûr, ouverte sur les défis sociétaux que nous partageons, ouverte à sa responsabilité sociétale qui donc génère une plus-value. Alors pourquoi est-ce que l'Agence universitaire de la francophonie est ici présente dans cette conférence? C'est parce que nous sommes impliqués sur un cercle vertueux en tant que premier réseau universitaire mondial engagé sur les enjeux de savoir pluriel, les enjeux de création scientifique sur la question de la francophonie ouverte, active, plurilinguiste, résiliente, engagée. C'est parce que nous nous situons sur ce cercle vertueux qui concerne évidemment le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, les universités en premier lieu, vis-à-vis desquelles nous nous engageons, nous sommes à l'écoute de nos universités membres. Et donc, nous nous mettons en mouvement par rapport à ce cercle vertueux en contribuant à la mise en œuvre de recherches appliquées. Et nous allons voir quelles sont les spécificités quand on parle de culture qui sont liées à cette recherche appliquée pour que ça puisse nourrir par la création de connaissances, donc des formations professionnalisantes, aussi bien en termes de formation initiale que professionnelle, continue, pour générer à partir de ces deux composantes des impacts sociétaux positifs, des externalités. Et donc, ça interroge bien ce cercle vertueux, les contributions, les responsabilités des universités dans cette appréhension large de ce qui fonde la culture, nous allons le voir. Et donc, si nous traitons globalement la question du lien des responsabilités de l'université par rapport à la culture et dans sa pluralité, cela pose pour nous trois types d'enjeux. Là encore, quels sont les types de recherches qui doivent être menées, quels types de problématiques sont présentes, quelle méthodologie particulière au regard de l'objet conceptuel appliqué, de l'objet citoyen que nous mobilisons pour considérer quels sont les enjeux de formation aux différents niveaux que j'ai précédemment évoqués, et notamment à un moment, c'est une bonne synchronicité où des institutions culturelles au Maroc ouvrent, et non des moindres, notamment le Grand Théâtre de Rabat. Tout cela nous conduit à interroger la relation à l'employabilité, et c'est ce dernier prisme que nous allons privilégier dans cet échange cet après-midi. Donc, pour donner un cadre à ces questionnements qui sont essentiels dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, nous devons nous donner un cadre et nous allons mobiliser le référentiel des industries culturelles et créatives pour voir effectivement de quelle culture dans leur pluralité nous parlons. Cette notion d'industrie culturelle, en effet, a été introduite dès 1947 par les fondateurs de l'école de Francfort, Théodore Adorno et Martin Horkheimer. Et cette notion est née de l'analyse critique de la standardisation et de la reproduction de masse
de la culture. Et cette notion d'industrie culturelle a trouvé son essor à la fin des années 70 à travers l'analyse économique d'abord des modalités de production et de diffusion des biens et services culturels. Alors, aujourd'hui, s'intéresser à ces enjeux des industries culturelles et créatives, ça nous conduit à identifier qu'elles recouvrent un large spectre d'activités et de secteurs. Et si on se tourne vers l'UNESCO, elles sont définies, ces industries culturelles et créatives, comme une filière industrielle, comme toutes les filières industrielles, semi-industrielles ou bien encore non industrielles, qui donnent lieu à la création de produits culturels ou créatifs qui sont mis sur le marché et soumis à un processus de marchandisation, leur conférant une valeur marchande. Et sa chaîne de valeur s'étend depuis la création, on va y revenir, jusqu'à la mise à disposition du public, en passant par la reproduction et la duplication, le support technique, la promotion et la diffusion. Voilà ce que nous en dit l'UNESCO dans les textes les plus récents. Et si les industries culturelles et créatives comprennent traditionnellement les arts visuels, l'édition, le cinéma, la musique, la radio, la télévision, les arts de la scène et les jeux vidéo qui sont en pleine expansion, notamment au Maroc, ils sont également intégrés l'artisanat, l'architecture, le design, la publicité, la mode et le tourisme culturel. Donc on voit que le champ d'application de ces JCC, je vais me permettre d'utiliser ce raccourci, est extrêmement large et que ça recouvre des problématiques en termes de recherche à la fois politique, économique, juridique, notamment avec la question du droit de propriété qui est essentiel pour préserver justement la création, des problématiques territoriales essentielles puisque ça concerne notamment, on va le voir, la question du vivre ensemble, des problématiques managériales qui sont extrêmement contrastées, mais au regard de cela, le potentiel économique, le potentiel social de ce secteur et donc en termes de création d'emplois est extrêmement dense et donc les compétences à développer par les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche sont liées à chacun de ces défis. Nous allons nous y intéresser. Alors pourquoi finalement s'intéresser à ce secteur économique quand on cherche à mieux comprendre, notamment, et on a vu que c'est évidemment une des responsabilités que tous les acteurs impliqués dans l'enseignement supérieur et de la recherche partagent, les défis de l'employabilité, nous devons détecter les signaux faibles, prédictifs, inspirants, qui nous permettent de faire le lien entre ce potentiel des industries culturelles et créatives et les missions dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, nous pouvons écouter, peut-être pour illustrer ce propos, deux témoignages d'experts, notamment liés à l'UNESCO. Ce premier témoignage d'Elga Flores Drejo, qui est chef d'équipe pour les industries culturelles et créatives au niveau de la Banque interaméricaine de développement, qui nous dit que les ICC représentent les emplois du futur. Nous avons besoin, nous dit-elle, d'une approche économique systématique de ce secteur pour aider les pays à se diversifier. Les industries culturelles et créatives, continue-t-elle, peuvent émerger si elles sont soutenues par des environnements réglementaires et des politiques publiques intégrées à travers toute la chaîne de valeur dont nous venons de parler et dans des perspectives notamment de partenariat privé-public. J'invite à un second témoignage de Emanuela Gregorio, qui est économiste, qui travaille sur l'égalité des genres et l'innovation au sein de la Banque africaine de développement. Et elle nous propose qu'une nouvelle vision des ICC centrée sur les personnes, et on va y revenir, c'est essentiel, est nécessaire, axée sur le développement des compétences entrepreneuriales. Et nous partageons le fait que l'enseignement supérieur et la recherche au Maroc, notamment en lien avec l'AUF et toutes les parties prenantes de cet écosystème, s'y engagent. Elle nous dit aussi, en Afrique, nous utilisons l'industrie de la mode comme point d'entrée, ciblant les femmes et les petites et moyennes entreprises, la BAD,
travaille maintenant en partenariat avec les gouvernements, la société civile ou des entreprises privées comme Google Afrique. Il y a un énorme potentiel inexploité. Donc, au regard de ces témoignages, interrogeons-nous quelle est, là encore, en termes de potentiel de recherche, la contribution économique des industries culturelles et créatives comme source de développement et d'emploi. Quelques éléments très rapidement chiffrés pour situer les enjeux. En 2019, le secteur des ICC représente 2250 milliards de dollars US et emploie plus de 30 millions de personnes dans le monde. Et c'est surtout la progression qui est importante, et notamment en Afrique, puisqu'il y a une progression de près de 7% qui est enregistrée annuellement depuis 2013, et le secteur contribue à l'emploi de plus de 2 millions de personnes en 2020. C'est aussi cette même année l'équivalent de plus de 1,5% du PIB en Afrique. Et donc, on voit bien que ces industries culturelles et créatives sont un facteur de développement économique très dense qui profite notamment de l'essor des nouvelles technologies pour donc accélérer leur croissance. Les industries culturelles et créatives représentent également un levier stratégique pour le développement territorial, le développement humain, pour générer notamment de l'emploi. Et nous le savons, les industries culturelles et créatives ont un rôle majeur à jouer dans la réalisation des ODD qui fondent beaucoup de nos actions communes. Et si elles contribuent en effet à l'emploi et à la croissance, ces industries culturelles et créatives, elles jouent un rôle fondamental sur les enjeux d'éducation, de formation professionnelle, de citoyenneté, de gouvernance, de prévention des conflits, d'égalité des sexes, ainsi qu'à la création d'une identité locale. Donc, on voit bien que cette perspective large, qui est notamment soutenue par l'UNESCO, ça nous permet de valoriser les ressources culturelles qui sont en présence sur les territoires, et ces ressources traversent les industries culturelles et créatives. Et ce qui est essentiel, ce qui est formidable, c'est que ces ressources sont l'une des rares ressources infinies et souvent invisibles, et notamment le rôle des formateurs, des chercheurs, et de rendre conscients notamment les jeunes de cette ressource, de cette culture endogène, de cette culture intrinsèque. Il y a des chercheurs qui nomment cette ressource comme la culture comme ma peau. Si on retourne vers l'UNESCO, l'UNESCO nous dit que la culture doit être considérée non seulement comme un secteur économique, mais aussi comme un véhicule de transmission de connaissances et d'identité. Donc, on voit bien les enjeux qui corrèlent ceux de l'université, ceux de la recherche. La culture comme plateforme de la qualité de vie, de la cohésion sociale, du règlement des conflits et de la réduction des inégalités. Donc, si on se focalise sur les thématiques prioritaires du développement, l'éducation, le genre, la citoyenneté, la gouvernance, on voit bien que la culture qui peut être appréhendée, et là je m'en réfère à Edgar Morin qui a introduit ce e-séminaire, la culture comme un caméléon conceptuel, il constitue, ce caméléon, un commun qui peut générer un socle d'expression, de partage ouvert, et cela fonde ces ressources culturelles comme un outil d'inclusion sociale et d'ancrage des populations. Donc on voit bien que cette appréhension anthropologique de la culture reviendrait également à reconnaître les droits culturels des personnes comme source de création de valeurs à la fois économiques, citoyennes, sociétales. Alors, comment peut-on définir ces droits culturels qui fondent le renouveau de politiques publiques culturelles comme un nouveau paradigme? Et là aussi, les enjeux de recherche sont très denses.
Ces droits culturels, ils sont l'ensemble des références culturelles par lesquelles une personne, seule ou en commun, se définit, se constitue, communique et entend être reconnue dans sa dignité. Ça produit notamment, cette vision continue à attribuer de la valeur à différentes formes de patrimoine objectif, subjectif, endogène, avec un lien de causalité, parce que si l'on reconnaît ce qui fait patrimoine, les emplois de valorisation s'imposent, notamment dans des enjeux de développement de tourisme culturel. Et il y a différentes équipes de recherche ici au Maroc qui s'intéressent à cette thématique de valorisation de ces ressources, notamment parce qu'il y a une quête d'authenticité et de sens des voyageurs aujourd'hui, des voyageurs nationaux et pas seulement, avec ces impératifs d'intermédiation territoriale. Donc cette logique de création de valeurs ascendantes, de valeurs émergentes, de valeurs citoyennes, recèle un potentiel de nouveaux emplois très denses qui sont positionnés notamment autour des rôles que les étudiants, que les enseignants-chercheurs, que les universités, dans leur présence, du fait de leur présence sur le territoire, des rôles de passeurs, d'interconnecteurs. Alors, si on essaye d'aller plus loin pour appréhender le lien entre ces industries culturelles et créatives et l'employabilité, quels sont les devenirs possibles qui ouvrent, encore une fois, autant de champs de recherche que de formation initiale et professionnelle. Nous devons situer les emplois de demain et les besoins en termes de formation notamment, selon 4 types d'organisations qui, selon qu'elles soient liées, ces organisations liées à la production d'un prototype ou bien une reproduction, que ce soit une pièce de théâtre pour le premier cas ou un livre pour le second, c'est à croiser avec aussi une optique marché versus une optique produit. Est-ce qu'on est dans des enjeux traditionnels de marketing où on va partir du besoin pour y répondre, ou bien est-ce qu'on part de l'acte libre de l'artiste qui va proposer une offre, une œuvre qui va faire écho ensuite avec la société, avec les citoyens. Donc, 4 types d'entreprises, 4 types d'organisations qui, selon ces 4 critères, auront des problématiques managériales, de recherche contrastées. Et donc, à partir de là, nous devons nous interroger, c'est un point essentiel pour avoir une démarche prospective par rapport aux compétences qui doivent être générées. Nous devons nous mettre dans un continuum de création de valeur qui va en passer d'abord par une logique linéaire, puis circulaire et systémique, parce qu'en effet, comme nous l'explique le théoricien John Hartley, l'économie créative a évolué d'une phase linéaire où le point de départ était l'art, le talent individuel et la subvention comme unique mode de financement, avec une phase plus complexe, je vais rapidement l'évoquer, une phase systémique, écosystémique, qui est basée sur une coproduction et les réseaux numériques et physiques, d'où l'importance notamment des universités qui se mettent en lien avec les institutions culturelles, les associations territoriales, les initiatives des étudiants. Alors, si on décrit rapidement ces 3 phases, la première, donc, qui a structuré historiquement les métiers et les modalités de création dans le champ des industries culturelles et créatives, avec une phase de création, de production, des enjeux de médiation, de diffusion, pour permettre la participation citoyenne et in fine l'appropriation de contenus artistiques et culturels qui sont proposés. Au-delà de cela,
notamment les évolutions numériques, ont fait qu'on a vu apparaître, de nombreux travaux de recherche le montrent, une logique circulaire, parce que le rôle des acteurs, des parties prenantes, le rôle des jeunes, notamment de nos étudiants, qui ont une magnifique aptitude à la création numérique notamment, ça a flouté les rôles et les écarts entre les professionnels, les amateurs. Et donc, il y a cette logique circulaire qui s'est déployée pour aujourd'hui, et c'est un champ de recherche formidable, avoir une logique buissonnante. Là aussi, on reprend, on emprunte ce terme à l'anthropologie pour se dire que, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des ressources culturelles en diversité et c'est fondamental de reconnaître cette diversité pour justement cohabiter avec du commun, avec ce qui fait sens partagé. Et donc, ça permet aussi de reconnaître différentes manières de participer à la vie culturelle avec des institutions, mais pas seulement, en point d'appui avec toutes les dynamiques citoyennes, et donc faire vivre les droits culturels en tant que, c'est le postulat des recherches dans ce domaine, il s'agit de considérer chaque personne comme porteuse de ressources culturelles et potentiellement créatrice. Donc c'est, vous le voyez, un postulat humaniste qui est loin d'être anodin. Alors, ces différents modèles de développement culturel qui génèrent, on l'a vu, de la recherche, qui doit générer des contenus renouvelés, notamment pour les professionnels dans ce domaine, et donc générer des impacts positifs. Tout cela dépend de qui est l'impulseur, qui est l'offreur, quel est le contexte. Et là, comme c'était évoqué par les intervenants de l'UNESCO que j'ai invités dans notre propos, il doit y avoir des partenariats privés-publics. Il y a des producteurs qui sont des offreurs du champ privé strictement, et puis aussi des impulseurs qui portent des responsabilités dans le domaine des enjeux de développement territorial, social et humain. C'est la diversité de ces impulseurs, même si les objectifs ne sont pas convergents, il y a malgré tout des interventions communes qui participent à fonder des enjeux de culture commune. Alors, pour arriver vers des enjeux très pragmatiques, comment générer finalement ce dense potentiel d'emploi, on l'a vu, conditionné par de la recherche et de la formation. Au premier niveau, un enjeu macroéconomique, macro-politique, ce sont bien sûr les politiques publiques qui doivent être favorables pour permettre au pays de saisir des opportunités de développement dans un marché mondial qui est en pleine expansion et permettre, là encore, nous l'avons évoqué, des partenariats privés-publics. Au niveau micro, bien sûr, les dispositifs de recherche-action, de recherche-création, notamment liés aux laboratoires de recherche dans des établissements d'enseignement supérieur, sont des leviers extrêmement puissants pour construire des expérimentations, des métamodèles de développement innovants, notamment dans le champ de l'employabilité. Et quand ils sont développés, et un des projets que nous menons notamment à SAFI, ces projets peuvent être sous le prisme de la ville créative, la Smart City. Ces modèles qui sont identifiés par ces recherches-actions peuvent ensuite être essaimés dans des contextes particuliers et donc créer différents types de valeurs, là encore, économiques, sociétales, et donc des opportunités d'emploi. Bien sûr, les enjeux de formation appliquée sont fondamentaux, notamment avec des questions de professionnalisation face à un besoin de management de projets culturels, notamment pour les institutions culturelles, pour accompagner ces dynamiques d'entrepreneuriat, notamment féminin, parce que
l'entrepreneuriat dans ce domaine présente un certain nombre de spécificités parce que, évidemment, déployer un projet entrepreneurial depuis cette question de la culture citoyenne, mais aussi avec ses composantes et aussi avec ses composantes sociétales, économiques, sont fondamentales. Et donc, les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche se mobilisent et notamment, nous l'avons partagé, le programme SALEM, le programme Saphir des projets européens sont dans ces perspectives-là. Alors, pour arriver à ma conclusion, il me reste 3-4 minutes. Au-delà des exemples de recherche-création que nous avons pu mener pour, par exemple, ici, à El Jadida, déployer une méthodologie fondée sur le café psychosociaux qui a été mis au point par un chercheur marocain qui a permis avec l'université, avec les parties prenantes, les associations culturelles du territoire, déployer des séminaires d'actions pour apprendre à coopérer ensemble. C'est un matériau de recherche extraordinaire. Un autre exemple qui a été mené à Casablanca, qu'est-ce qui fait culture pour toi? Des jeunes porteurs de projets qui identifient dans leur environnement quotidien ces ressources invisibles, mais qui sont une condition, enfin, qui sont autant de possibilités de développement territorial, économique, social, mémoriel également. Au-delà donc de ces enjeux, pour conclure, 2 sources de métiers de demain, avec à la fois ces enjeux numériques sur toute la chaîne de valeur que nous avons évoquée pour la création, la médiation, la diffusion de ces contenus, mais aussi de formidables potentiels de création d'emplois pour de l'interconnexion territoriale avec différentes initiatives qui sont présentes notamment à Casablanca avec ses ambassadeurs qui valorisent le patrimoine présent. Donc, en guise de conclusion, c'est bien évidemment une conclusion ouverte pour valoriser ce potentiel lié aux industries culturelles et créatives. J'espère que ce plaidoyer n'est qu'un début pour que nous puissions partager ces enjeux, les faire vivre dans les universités en termes de recherche. Et l'AUF est bien mobilisée sur cette responsabilité, d'autant que de nombreux observateurs nous disent, chercheurs, que la culture va aussi, dans les années à venir, écrire la grammaire des univers technologiques pour que les autres secteurs, les autres organisations s'en emparent, parce que c'est comme les débuts d'Internet, le numérique présente un tel potentiel que l'on sait qu'il y a des opportunités de développement, de recherche. Évidemment, tout cela est problématisé. Et donc, pour conclure avec vous, le défi qui nous attend, c'est de développer à la fois, de concilier 3 objectifs. Le premier étant de continuer à développer un secteur économique et professionnel dont on voit le potentiel énorme au niveau mondial et notamment ici au Maroc, du fait des richesses, de l'histoire, du fait de la diversité culturelle, de cette mosaïque qui constitue ce pays. Pour, deuxième enjeu, être dans ceux de transmission des œuvres constituées et patrimonialisées, mais aussi, c'est un chercheur qui nous propose ce modèle, ce triptyque, pour mieux faire humanité ensemble. Et ça, c'est un défi magnifique auquel chacune d'entre nous, avec ses ressources, son potentiel créatif, nos jeunes dans les universités, ce nous, mais aussi les chercheurs. Et donc, le monde a besoin de relever ce défi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et tout ceci n'est qu'un début. Merci pour votre contribution à distance et nous restons en lien. Merci à vous. Je donne la parole donc, puisqu'il est 32, je rends